Il y a aujourd'hui plus de technologies de téléviseurs en rayon qu'au cours des 20 dernières années. Vous avez par exemple le QD OLED, le WOLED, le Tandem OLED, le Mini LED, le SQD Mini LED, le RGB Mini LED, le Micro RGB et le True RGB. Je pense que je les ai tous cités. Pourtant, les acheteurs n'ont jamais été aussi incertains sur ce qu'ils doivent acheter. Et ce n'est pas un hasard. Les fabricants de téléviseurs misent sur cette confusion pour vous pousser à dépenser plus d'argent. Mais cette vidéo, et au final cette chaîne, existe pour s'assurer que vous ne fassiez pas une erreur coûteuse. Si vous suivez cette chaîne, vous avez sûrement noté que je traite ces vidéos de guide d'achat comme des mini masterclass sur l'achat de téléviseurs. Progressivement, vidéo après vidéo, je fais de vous un expert en téléviseur, parfois sans que vous le réalisiez. Cette vidéo est la prochaine leçon du cours, sans doute la plus importante. Car la plus grande erreur que je vois en 2026 lors de l'achat d'une télé n'est pas de choisir la mauvaise marque ou de se laisser convaincre par une caractéristique technique peu importante. C'est simplement qu'ils font leurs achats dans le mauvais ordre. Et une fois que vous comprenez quel devrait être cet ordre, je vous assure, la télé se choisit presque toute seule. Maintenant, que faites-vous quand vous commencez à faire un puzzle ? Par où commencez-vous ? Vous commencez simplement par faire les bords, puis vous avancez vers l'intérieur, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que fait cette vidéo. Cette vidéo représente les 4 bords du puzzle de l'achat de votre télé, et chacun de ces bords correspond à une question. Voici donc l'ordre dans lequel je veux que vous fassiez vos achats à partir de maintenant. Commencez par ces 4 questions. D'abord, il faut commencer par la pièce. Première question, où va aller cette télé, physiquement, dans votre maison ? Parce que selon l'endroit où elle va, ça peut éliminer certains modèles de télé tout de suite. Vous devriez prendre en compte des choses comme la quantité de lumière qu'il y aura dans la pièce. À quelle heure regardez-vous la télé ? Êtes-vous face à tout un mur de fenêtres ? Une lampe derrière votre canapé se reflètera-t-elle sur l'écran ? La pièce est le facteur le plus important pour déterminer la qualité d'image que vous allez réellement percevoir, car c'est elle qui décide si, par exemple, l'avantage, le contraste d'un OLED va vraiment compter dans votre espace, ou si la luminosité maximale sera plus importante. Un téléviseur qui obtient les meilleurs résultats dans un espace de test sombre et contrôlé chez un testeur peut quand même sembler inadapté dans votre pièce en particulier. De même, un téléviseur qui perd une comparaison sur la fiche technique peut quand même être le meilleur choix pour le mur sur lequel vous allez l'installer. Nous avons déjà évoqué ce concept dans des vidéos précédentes, notamment sur les téléviseurs bon marché et chers. Si votre pièce est très lumineuse, cela peut sembler évident, mais vous devez vraiment privilégier un téléviseur qui offre une très grande luminosité, gère très bien les reflets et maintient des couleurs fidèles à des niveaux de luminance élevés. Cet aspect est vraiment important. Le contraste et les noirs seront sans doute les premiers compromis en baissant de gamme et de budget. Et à mesure que vous montez en gamme, vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes, à la fois en termes de luminosité et de contraste, et surtout cette année. Si votre pièce est plus sombre, vous allez chercher une télévision avec un contraste vraiment fort, des niveaux de noir très profonds, et vous vous soucierez moins de la capacité de la télévision à lutter contre la lumière ambiante présente dans la pièce. Voici donc une petite fiche récapitulative pour la première question. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause ici, et de prendre un moment pour noter les catégories qui vous concernent. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques suggestions de téléviseurs pour chacune. Bien sûr, cela ne couvre pas tous les téléviseurs de ces catégories, ce ne sont que quelques modèles à titre d'exemple. Deuxième question, que regardez-vous vraiment chaque jour sur votre téléviseur ? Maintenant, je veux que vous soyez vraiment attentif à cette question, parce que je ne vous demande pas ce que vous vous dites que vous regarderiez si vous aviez tel ou tel téléviseur. Que regardez-vous vraiment sur votre écran la plupart du temps ? Si vous regardez souvent le football en famille, cela influencera le choix du téléviseur. Si vous collectionnez les Blu-ray et analysez le travail de votre directeur photo préféré le samedi soir, cela influencera aussi la réponse. Selon que vous êtes joueur, regardez des dessins animés toute la journée avec vos enfants, ou consommez des contenus anciens ou la télévision par câble, la réponse variera. Différents téléviseurs sont conçus pour des usages différents. Un excellent téléviseur pour le sport ne sera pas forcément un excellent téléviseur pour le cinéma. Un excellent téléviseur pour le cinéma ne sera pas forcément le meilleur pour le jeu vidéo. Donc lorsque vous associez le type de contenu que vous regardez le plus avec le type de dalle qui le restitue le mieux, vous obtenez une meilleure qualité d'image pour votre argent que ce que n'importe quelle comparaison de caractéristiques aurait pu vous dire. Donc encore une fois, voici une fiche récapitulative pour la deuxième question. N'hésitez pas à mettre en pause si besoin, et bonus, si à ce stade, vous commencez déjà à voir certaines recommandations de téléviseurs qui se recoupent pour vous. La troisième question me semble sous-estimée. Quelles sont vos habitudes de visionnage ? Combien d'heures par jour la télévision restera-t-elle allumée ? Où êtes-vous habituellement assis pour regarder la télévision ? Plutôt en face de l'écran, sur le côté ou ailleurs ? Les canapés sont larges et les gens s'y répartissent. Cela va favoriser les angles de vision de l'OLED. Si une ou deux personnes sont assises directement en face, vous n'avez pas vraiment besoin de prioriser cet aspect. C'est un peu comme dans notre famille.
Nous avons un canapé principal sur lequel nous nous asseyons tous ensemble et que nous partageons. Si vous laissez les informations affichées 10 à 12 heures par jour avec des incrustations statiques, il vaut mieux choisir un mini LED récent plutôt qu'un ancien OLED en promotion, car ces OLED présentent un risque de marquage. Les habitudes de visionnage sont la question que la plupart des gens ont tendance à négliger naturellement, mais c'est celle qui finit par leur poser le plus de problèmes après quelques années. Donc encore une fois, voici votre aide-mémoire pour les habitudes de visionnage. La dernière question est, quel est votre budget ? Je sais qu'elle devrait être posée en premier, mais écoutez-moi. Le budget est important, mais il y a une différence entre ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous vous sentirez vraiment prêt à dépenser. Si vous pouvez pousser votre budget jusqu'à 3500 $, mais que cet achat vous stressera à chaque fois que vous le verrez, pendant les 6 premiers mois, vous serez là à disséquer chaque image qui sort de cette télé, en vous demandant si c'est vraiment une image à 3500 $. Donc cette télé était trop chère pour vous, peu importe votre compte en banque. D'un autre côté, si vous pouvez facilement dépenser environ 1200 $, vous trouverez une bonne télé à ce prix et l'apprécierez bien plus que quelqu'un ayant trop dépensé pour un modèle plus sophistiqué ou plus grand. Le budget est la 4e question, car ce sont les 3 premières questions qui déterminent si votre argent sera bien dépensé. Si vous ne connaissez pas la pièce, si vous ne connaissez pas le contenu et les habitudes de visionnage, vous ne pouvez pas savoir si 1000 $ de plus pour un modèle haut de gamme en valent la peine pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voici donc la dernière fiche récapitulative. Celle-ci est basée sur votre budget. Encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause et revenir sur ces points et noter certaines choses qui vous concernent. Mais la raison principale pour laquelle cette vidéo existe, c'est que j'ai eu l'occasion de mettre tout ça en pratique il y a environ 1 mois. J'ai eu un nouveau voisin qui a emménagé à quelques portes d'ici. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le quartier. On fait tout ce qu'il faut pour être de bons voisins. On apprend à les connaître, on parle de nos enfants, de nos métiers, ce genre de choses. Et naturellement, on a commencé à parler de téléviseur. Il me disait à quel point son salon est lumineux et que sa télévision se fait littéralement inonder de lumière entre 14h et 16h. Et j'étais là, mon gars, tu prêches un convaincu parce qu'on a à peu près le même plan de maison. Donc j'ai exactement le même problème. Je lui ai posé ces 4 questions sans penser faire une vidéo, et finalement il a fini par trouver le bon téléviseur à un très très bon prix. Voici sa situation, ce qui a fonctionné pour lui, et d'autres configurations fréquentes. On commence donc avec un salon très lumineux et de grandes fenêtres. Et dans notre cas, on a une configuration à air ouverte, avec la cuisine qui est un peu sur le côté du salon. Comme chez nous, les enfants et les adultes partagent le même canapé. Il y a un mélange de streaming, de sport et de dessins animés pour les enfants et ce genre de choses. Et son budget était d'environ 1500 $. Pour la pièce, la luminosité sera primordiale, tout comme la gestion des reflets. Le contexte est un visionnage familial mixte, donc il n'avait pas besoin d'une perfection digne du cinéma. Et le budget va plus ou moins éliminer les modèles haut de gamme. Et quand on revient à ces fiches pratiques, on remarque que tout commence à pointer vers un mini LED de milieu de gamme, très probablement quelque chose de chez TCL ou Hisense, parce que c'est la technologie qui résout la plupart de ces problèmes. Et remarquez comment le type de dalle est ressorti de ce processus, alors qu'on n'a pas commencé par le type de dalle en abordant le sujet. Au fait, il a fini avec un TCL QM7L de 75 pouces. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre scénario dans lequel la plupart d'entre vous se retrouveront probablement. Un appartement pour des usages variés. Disons que c'est un espace un peu plus petit, avec une luminosité équilibrée. Vous avez un canapé, peut-être un fauteuil inclinable sur le côté, et vous regardez films, jeux vidéo occasionnels et sport. Un peu de tout. Et fixons le budget autour de 2000 à 2500 $ environ. L'éclairage de la pièce sera équilibré, donc vous n'avez pas vraiment besoin de chercher dans un extrême ou dans l'autre. Le contenu est aussi varié, avec, disons, un accent sur la qualité pour les films et les jeux. Les habitudes de visionnage sont à la fois en face et parfois sous un angle d'environ 45 degrés. Et ce budget vous donne accès à de très belles options haut de gamme. Encore une fois, les fiches de référence concernent certains mini LED de milieu de gamme supérieur, les nouveaux OLED milieu de gamme, QD OLED et quelques modèles phares. Donc peut-être quelque chose comme un Sony Bravia 7 Mark II, un Samsung R85H, un LG C6 ou un Samsung S95F de l'année dernière. Maintenant, je pense qu'une question assez courante que vous pourriez avoir, ou peut-être que quelqu'un d'autre pourrait avoir lorsque vous parcourez toutes ces questions, c'est « et si je veux viser un peu plus haut en termes de gamme ou de budget ? Qu'est-ce que j'obtiens réellement pour ce petit supplément d'argent ?» Et ça vaut la peine d'y consacrer 1 minute, parce que la réponse n'est pas forcément la même selon la technologie. La différence entre un mini LED d'entrée et de milieu de gamme est minime. La technologie est similaire, seules des améliorations progressives concernent les zones de gradation, la luminosité et le traitement de l'image. Il y a certainement quelques exceptions à cette règle, mais dans l'ensemble, la différence n'est pas vraiment si grande que ça. Passer d'un mini LED milieu de gamme à haut de gamme est un vrai saut.
car on entre alors dans la cour des grands, comme avec les mini-LED SQD ou les nouveaux mini-LED RGB. Plus de zones, de meilleures technologies anti-reflets et de traitement d'image qui rivalisent vraiment avec un OLED haut de gamme. Le LED fonctionne aussi très différemment. Un OLED d'entrée de gamme et un OLED de milieu de gamme peuvent représenter un énorme saut, parce que la technologie de la dalle elle-même change. Ils sont tous les deux OLED, mais le type de dalle OLED utilisée va être un peu différent. Par exemple, la série LGB utilise une dalle différente de la LG LGC, qui diffère aussi de celle de la série G. Un QD OLED milieu de gamme et un haut de gamme peuvent aussi représenter un grand saut, car les nouvelles dalles Pentium Tandem de Samsung sont bien plus lumineuses et durables que celles d'il y a 2 ans. Et c'est exactement pourquoi j'ai dit au début qu'il ne faut pas commencer par la technologie de la dalle. Il faut faire cette partie à la fin. Ce n'est pas parce que la technologie de dalle est identique sur chaque boîte que les dalles sont équivalentes entre ces gammes. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'un modèle est d'une gamme supérieure qu'il sera forcément meilleur pour vous. Prenez par exemple le LG G5 par rapport au LG C5. Le G5 est objectivement meilleur, plus lumineux, plus performant et de gamme supérieure. Mais la valeur du C5 à son prix dépasse vraiment ce que le LG G5 vous offre pour un prix plus élevé. J'admets volontiers que cette méthode n'est clairement pas parfaite. Cela ne couvrira certainement pas tous les cas d'utilisation pour chaque maison, pour chaque personne, mais cela éliminera sûrement beaucoup de téléviseurs qui n'étaient jamais faits pour vous dès le départ. Donc les options qui restent seront plus faciles à gérer et à choisir. Et écoutez, je sais que tout cela peut sembler vraiment accablant. La plupart des gens n'ont pas envie de regarder une vidéo de plus d'1 heure sur tout ce qu'il faut savoir à propos des téléviseurs. Au lieu de tout mettre dans une vidéo, je divise en petites parties, donnant une leçon à la fois, jusqu'à ce que vous puissiez acheter un téléviseur sans mon aide, ni vidéo comme celle-ci. Donc si vous trouvez ces vidéos utiles, je vous encourage vivement à vous abonner et à rester avec nous, car il y aura beaucoup plus de contenu à venir dans ces cours. Dites-moi en commentaire quelle de ces 4 questions a été la plus difficile et ce que vous souhaitez pour la prochaine leçon de cette mini-classe. J'ai des idées sur ce que je veux faire, mais j'écoute attentivement les retours de la communauté. Vous avez peut-être de meilleures suggestions. Beaucoup de vidéos que j'ai faites récemment sont directement issues de suggestions dans les commentaires, ou, comme dans ce cas, simplement de conversations dans la vie réelle. Donc comme toujours, je vous remercie tous. Merci beaucoup d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.